Bonjour à tous, bonjour les TS2 du lycée du Val d'Argence. Vous voyez, je pense à vous. Alors, je suis certaine que je vous manque, mais je me mets à votre place et je sais que ça doit être difficile. C'est une période qui est difficile pour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, pour le moment, tout va bien. Et je me suis mise à votre place et je me suis dit que passer le bac dans ces conditions, c'est difficile. Donc, on va essayer de simplifier un maximum les choses et créer une chaîne YouTube avec quelques cours en vidéo. Je pense que ça vous aidera. Alors, je fais ça avec mes petits moyens. J'ai un tableau à la maison, j'ai mon téléphone portable. Et puis voilà, on va essayer d'améliorer les choses peut-être au fil des vidéos. Ça, là, c'est la première vidéo. On se verra toujours le jeudi à 14 h pour que vous puissiez me poser des questions en live. Et là, le premier cours que je vais vous présenter, c'est un cours de chimie organique. Je sais que vous aimez la chimie organique. Un cours sur les transformations en chimie organique. Donc, je vais essayer d'être synthétique, de façon à ce que le cours ne soit pas trop long. Après, de toute façon, on essaiera justement ensemble, le jeudi à 14 h, d'approfondir tout ça et vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Donc, premier chapitre, les transformations en chimie organique. Première réaction que vous devez connaître au bac, c'est une réaction qu'on appelle... Enfin, ce sont des réactions qu'on appelle les réactions d'addition. Regardez bien, je vais vous expliquer cette réaction sur un exemple. Déjà, cette molécule, vous devez la connaître. Vous devez me donner la famille de cette molécule. Alors, vous regardez bien, vous avez une double liaison, vous avez deux carbones trigonaux ici. Donc, c'est une fonction alcène, évidemment. Vous pouvez la nommer, cette molécule. Elle a 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Un alcène avec 5 carbones et une double liaison ici. Il porte quel nom cet alcène? Allez, réfléchissez. Donc c'est met et prop but pent, c'est le pent de N. Donc cet alcène de pent de N va subir une réaction d'addition. Je vais faire réagir cet alcène avec une molécule de dibrome. Donc là, il manque le Br. Molécule de dibrome. Regardez la réaction. Vous avez un atome de brome qui va venir se fixer sur ce carbone trigonal et le deuxième atome de brome qui va venir se fixer sur ce deuxième carbone trigonal. Vous devez vous poser la question, pourquoi est-ce que ces deux atomes de dibrome vont se poser sur ces deux carbones trigonaux et non pas sur ces deux-là ou sur celui-là? La réponse est simple, regardez bien, ces deux carbones portent une double liaison. Et il faut savoir que dans la double liaison, vous avez une liaison qui est plus fragile que les autres. Donc cette liaison-là est plus fragile que les autres. Si elle est plus fragile, elle va pouvoir se casser plus facilement. C'est pour ça que lorsque vous avez dans une molécule une double liaison, cette double liaison étant fragile, la molécule va pouvoir subir des réactions d'addition. Est-ce que vous pouvez essayer de me trouver le produit qu'on va obtenir lors de cette réaction d'addition? Sachant que chaque atome de brome va venir se fixer sur un carbone trigonal. Allez, essayez de le trouver, ce produit. CH3, CH, ici, CH, C2H5. Voilà, alors, la double liaison, regardez bien. Vous savez que le carbone doit former 4 liaisons covalentes. Si la double liaison ne disparaît pas et que je rajoute un brome ici et un brome ici, à ce moment-là, la règle de l'octet n'est plus satisfaite. Parce que le carbone forme ici, regardez bien, 5 liaisons covalentes, celui-ci aussi. Donc ça, ce n'est pas possible, la règle de l'octet n'est pas satisfaite. Donc pour que la règle de l'octet soit satisfaite, il faut forcément que cette liaison disparaisse. Et je vous ai dit qu'elle peut disparaître parce qu'elle est fragile. Dans une double liaison, vous avez toujours une liaison, c'est une liaison pi, bon, ça c'est pas au programme de terminale, mais c'est une liaison qui est plus fragile que les autres. Donc il va pouvoir se casser plus facilement. Donc regardez bien, ces deux atomes de brome sont venus se fixer sur ces deux carbones. C'est une réaction d'addition. Pour trouver le produit, c'est très simple. Il suffit d'enlever une liaison ici. Donc vous regardez bien votre double liaison. Vous savez que c'est sur ces deux carbones trigonaux que vont venir se fixer les deux atomes de brome. Vous enlevez ici un doublé, une liaison
double, et vous venez fixer au-dessus ou en dessous, peu importe, parce que là je représente ça en formule semi-développée, vous venez fixer vos 2 atomes de brome. Voilà le produit que l'on obtient lors de cette réaction d'addition. L'astuce est très simple. Au bac, on va vous donner plusieurs réactions et on va vous poser la question suivante. Est-ce que c'est une réaction d'addition, d'élimination ou de substitution? Alors pour savoir si c'est une réaction d'addition, vous regardez votre réactif, ici celui qui est attaqué, vous regardez votre produit et vous comparez le nombre de doubles liaisons. Si vous voyez que entre le réactif et le produit, il y a une double liaison qui a disparu, forcément, ce sera une réaction d'addition. Parce que là, on s'aperçoit qu'il y avait une double liaison au départ, là, il n'y en a plus. Donc, au cours de la réaction, si vous voyez à un moment qu'il y a une double liaison qui disparaît, c'est forcément une réaction d'addition. Donc, dans une réaction d'addition, l'astuce, c'est qu'il y a disparition, ici, d'une double liaison. Voilà l'astuce. D'accord? C'est un moyen rapide de donner la bonne réponse le jour du bac. Et ensuite, vous pouvez très bien identifier les 2 carbones trigonaux qui ont été attaqués et ensuite enlever la double liaison et fixer les 2 bromes. Est-ce qu'il y a des questions? Alors les questions, évidemment, j'y répondrai demain en live sur Instagram. Deuxièmement, réaction d'élimination. Donc deuxième type de réaction qu'il faut connaître pour le bac. Regardez bien. Je vais faire réagir 7 molécules. Est-ce que vous pouvez me donner la fonction de cette molécule et le nom du groupe caractéristique qu'elle contient? Ne confondez pas la fonction et le nom. Donc, vous remarquez qu'il y a ce groupe caractéristique OH, c'est donc une fonction alcool. Et ce groupe OH, on vous le demande souvent au bac, porte un nom, c'est le groupe hydroxyle. Lors de cette réaction, il n'y a pas de deuxième réactif qui va réagir. Donc regardez bien, j'ai mis sur la flèche un triangle et un ion H+. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, ça? Alors je pense qu'il y a des élèves qui doivent le savoir. Cet ion H+, c'est un catalyseur. Rappelez-moi la définition d'un catalyseur. Qu'est-ce que c'est un catalyseur? Vous devez le savoir en terminale, vous l'avez vu en cinétique. Hein. Donc c'est une espèce chimique qui va accélérer une réaction sans apparaître dans l'équation de bilan 1. Ce n'est ni un réactif ni un produit. C'est pour ça que les catalyseurs, on ne les met pas du côté des réactifs, on ne les met pas du côté des produits, on les met au-dessus de la flèche ou en dessous de la flèche pour bien montrer qu'ils n'apparaissent pas dans l'équation bilan. Ce ne sont pas des réactifs, ce ne sont pas des produits. Donc ça, c'est un catalyseur, c'est pour accélérer cette réaction. Et ce triangle, est-ce que vous savez ce que c'est? Alors ce triangle, ça veut dire en chimie organique, ça veut dire qu'on chauffe cette réaction. Parce qu'à froid, elle sera extrêmement lente. Donc on chauffe, on met un catalyseur pour accélérer cette réaction. Et que va-t-il se produire? Regardez bien, vous allez avoir élimination de ce bloc-là. Alors si vous enlevez le H qui est sur ce carbone et le OH qui est sur ce carbone, qu'est-ce que ça va donner? Si vous regroupez H et OH, ça va donner évidemment de l'eau. H2O. Voilà. Et qu'est-ce qui va rester? Alors regardez bien, n'oubliez pas que la règle de l'octet doit être satisfaite. Donc CH3 est toujours là. CH, ici. Ensuite C, C2H5 et CH3. On va écrire un peu plus loin. CH3 plus H2O. Et là, vous apercevez que si j'écris ma molécule comme ceci, la règle de l'octet n'est plus satisfaite parce que ce carbone forme que 3 liaisons et celui-là, pareil, 1, 2 et 3 avec l'hydrogène. Donc, comme le groupe, enfin l'atome H et le groupe OH sont partis, regardez bien ce qui va se former, il va apparaître une double liaison entre le CH et le CH2, C2H5, pardon. Il va apparaître une double liaison ici. Vous allez me dire comment elle apparaît, cette double liaison. C'est très simple. Une liaison covalente, vous savez que c'est la mise en commun d'un doublet d'électrons. Donc là, vous avez un doublet d'électrons, 2 électrons, ici. Et là, c'est pareil. Vous avez 2 électrons. Lorsque
les deux liaisons se cassent. Chaque atome, alors l'atome d'hydrogène, ici, va partir, je vais mettre un électron ici et ici, hein, regardez bien. L'atome d'hydrogène va partir avec son électron, le OH va partir avec son électron, et qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester un électron là et un électron là. Donc chaque électron va être récupéré par H et OH, et il va rester deux électrons, ici et ici. Et ces deux électrons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre en commun, ils vont se réunir pour former cette double liaison. Donc les deux électrons, regardez bien, je vais les représenter en vert, ici, voilà, ils sont là, là et là. Ils vont se réunir et ils vont réapparaître ici, là et là. Et ils ont formé la double liaison, tout simplement. Et les deux électrons noirs sont partis, ont permis de former la la liaison entre ici H et OH. Voilà, les deux électrons noirs sont ici. Voilà comment cette molécule, qui est un alcène, a pu se former. Donc ça, c'est une réaction d'élimination. Qu'est-ce qui a été éliminé? C'est H2O. Donc elle porte un nom particulier, cette réaction d'élimination. On dit que c'est une réaction de déshydratation, puisque de l'eau a été éliminée. Donc déshydratation, on enlève H2O, et on voit qu'il se forme une double liaison, évidemment, pour que la règle de l'octet soit satisfaite. Il apparaît une double liaison. Donc, est-ce que vous pouvez me trouver l'astuce? Là, regardez bien, entre le réactif et le produit, il y a eu disparition d'une double liaison. Et dans la réaction d'élimination, qu'est-ce qu'il y a? Il y a apparition d'une double liaison. Apparition d'une double liaison, ici. Pourquoi? Pour que la règle de l'octet soit satisfaite, et on voit bien que ces deux électrons verts se sont réunis, ont été mis en commun pour former cette liaison-là. Donc le jour du bac, vous regardez, si vous voyez qu'entre le réactif et le produit, il y a eu apparition d'une double liaison, c'est que la réaction est une réaction d'élimination. Alors on va passer maintenant au troisième type de réaction que vous devez connaître pour le bac, les réactions de substitution. Donc réaction de substitution, c'est très simple. Là, j'ai pris une molécule que vous connaissez, évidemment, c'est un alcool. Vous pouvez même me donner son nom. CH3CH2OH, un alcool avec deux carbones. Vous devez savoir, ça doit fuser, vous devez savoir que c'est c'est de l'éthanol. D'accord? Éthanol, c'est un alcool que vous connaissez. Donc cet éthanol, on va le faire réagir avec HCl, par exemple de l'acide chlorhydrique. Qu'est-ce qu'il va se passer? Regardez bien. Donc là, d'ailleurs, on peut l'encadrer pour bien montrer que c'est la partie qui a été éliminée. Donc dans la réaction de substitution, que va-t-il se passer? Vous allez avoir, regardez bien, c'est une substitution. Donc il y a ces deux groupes, enfin ce groupe OH et cet atome de chlore, qui vont, regardez bien, CH3, CH2, Cl, plus, et qu'est-ce qu'il va rester? Donc il va y avoir, si vous voulez, une permutation, hein. Le chlore va venir se fixer à la place du OH, et qu'est-ce qu'il va rester? Il reste H, qui va du coup venir se fixer avec le OH. Donc il va apparaître une molécule d'eau, HOH, H2O. Voilà. C'est une réaction de substitution, c'est-à-dire que le chlore est venu se substituer au groupe OH. Alors vous vous posez la question, pourquoi est-ce que le chlore va pouvoir se substituer à ce groupe OH? Pourquoi est-ce que cette liaison va se casser? Et pourquoi le chlore va se fixer à la place de OH sur ce groupe alkyle, CH3CH2? Bien, vous comprendrez dans quelques minutes, en fait, cette liaison elle est un peu particulière, regardez bien. Ce carbone est relié à un atome d'oxygène. Cet atome d'oxygène, on dit qu'il est très électronégatif. Alors, vous devez vous poser la question, vous l'avez vu en première, qu'est-ce que l'électronégativité? Donc, je vais vous l'expliquer maintenant. Pourquoi est-ce que ce chlore a pu se substituer à ce groupe OH? Vous allez comprendre avec l'électronégativité. Avant de passer à la définition de l'électronégativité, on va quand même donner l'astuce. Alors, regardez bien, lors d'une réaction de substitution, qu'est-ce qu'on note?
On note qu'il n'y a ni apparition ni disparition d'une double liaison. C'est-à-dire que le nombre de doubles liaisons va être conservé. Je prends un autre exemple. Si vous aviez, regardez bien, CH3, CH ici, avec une double liaison, là, par exemple. Voilà. Et là, on aurait eu un CH. Eh bien là, on aurait eu exactement la même chose. CH3, CH, ici, CH, Cl. On voit que la double liaison entre les réactifs et les produits, le nombre de doubles liaisons est conservé. Il n'y a ni apparition ni disparition d'une double liaison. Voilà, donc c'est l'astuce qu'on peut noter. Vous pouvez le noter. Lors d'une réaction de substitution, il n'y a ni apparition ni disparition d'une double liaison. C'est-à-dire, pour simplifier, on peut très bien dire qu'il y a conservation, ici, conservation du nombre de doubles liaisons. Voilà. Allez, on va passer maintenant à la définition d'électronégativité. Alors, ces trois réactions, addition, élimination, substitution, il faut vraiment les connaître pour le bac. Et vraiment, les astuces vont vous permettre de répondre aux questions très rapidement. Vous comptez le nombre de doubles liaisons. S'il y a disparition d'une double liaison, c'est une addition. S'il y a apparition d'une double liaison, c'est une élimination. Et s'il y a autant de doubles liaisons à gauche qu'à droite, ou alors qu'il n'y en a pas, là dans ce cas de figure, il n'y en a pas, il y a conservation du nombre de doubles liaisons, c'est donc une réaction de substitution. Allez, on va passer maintenant à la définition de l'électronégativité. Vérifie que ça marche toujours. Allez, définition, ça vous l'avez vu en première. Vous devez savoir ce que c'est. Et comme je sais que vous avez la mémoire courte, je préfère faire des petits rappels. Donc, électronégativité. Ça, c'est vraiment une notion très importante. Si vous n'avez pas compris la définition d'électronégativité, en terminale, vous allez avoir du mal à comprendre la chimie organique. Électronégativité, la définition. Définition de cette notion qui est vraiment essentielle. Donc il faut savoir que certains atomes sont plus électronégatifs que d'autres. Je vais prendre un exemple. Alors on va prendre l'exemple de la molécule ici d'HCl, acide chlorhydrique par exemple. Vous avez dans cette molécule un atome d'hydrogène, un atome de chlore. On aurait très bien pu prendre aussi comme autre exemple la molécule d'eau. Eh bien, regardez bien, dans ces deux molécules, vous avez chaque fois un atome qui est très électronégatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Un atome très électronégatif, c'est un atome qui a une aptitude particulière, qui a la capacité d'attirer vers lui les doublés d'électrons de la liaison covalente. Je m'explique. Là, vous savez normalement que dans cette liaison covalente, vous avez un électron qui a été fourni par l'hydrogène, un électron qui a été fourni par le chlore. Et c'est comme ça que la liaison covalente se forme. C'est la mise en commun en doublé d'électrons. Bon, eh bien ce doublé, si on regarde au microscope la position de ce doublé, on s'aperçoit que ce doublé n'est pas au centre dans la liaison covalente. Il s'est déplacé, ce doublé, vers l'atome de chlore. Pourquoi le doublé ne reste pas au centre? Ce doublé d'électrons s'est déplacé vers l'atome de chlore, tout simplement parce que l'atome de chlore est très électronégatif. Il est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc il a tendance, comme un aspirateur en fait, il a tendance à attirer vers lui les doublés d'électrons. L'oxygène a la même particularité. Il est aussi très électronégatif. Donc ce doublé d'électrons qui normalement devrait être au centre va se déplacer vers l'atome le plus électronégatif, c'est-à-dire l'oxygène. Il a tendance à attirer le doublé d'électrons. Alors maintenant, la question que je vous pose, si vous avez par exemple
l'azote, ici. Alors souvenez-vous, vous devez connaître hein, le tableau périodique, en tout cas les 20 premiers éléments. Vous avez l'azote, oxygène, fluor. Voilà, ils sont dans la deuxième ligne du tableau périodique. Quel est celui qui est le plus électronégatif? Donc lui fait partie de la 5e colonne, 6e colonne, 7e colonne dans le tableau périodique. Ce qui veut dire, alors je vais vous donner une petite information, regardez bien, l'azote a 7, un numéro atomique qui est égal à 7, c'est-à-dire qu'il a 7 électrons autour du noyau, mais il a aussi 7 protons. L'oxygène possède 8 protons dans son noyau et 8 électrons. Et le fluor possède 9 protons et 9 électrons autour de son noyau. Donc l'atome qui possède le plus de protons dans le noyau, c'est le fluor, il y en a 9. Et je vous rappelle que les protons sont positifs. Donc un atome qui a beaucoup de protons dans son noyau, qu'est-ce qu'il va avoir tendance à faire? Il va avoir tendance à attirer les doublés d'électrons de la liaison covalente parce que les protons sont positifs. Et si vous avez énormément de protons dans le noyau, forcément, vous allez attirer vers vous les électrons qui vont être négatifs. C'est une interaction électrique. Donc entre l'azote, l'oxygène et le fluor, c'est le fluor qui est le plus électronégatif des trois. Il est plus électronégatif que l'oxygène, que l'azote. Voilà. Mais ce sont quand même, il faut dire que ces trois atomes sont des atomes qui sont quand même assez électronégatifs. Beaucoup plus par exemple que l'hydrogène, qui lui n'est pas du tout électronégatif. Si maintenant vous prenez des atomes qui font partie de la même colonne, alors vous prenez par exemple le fluor, le chlore, et là au-dessus, bon à la limite c'est pas très important, fluor et chlore font partie de la même colonne. Vous avez le brome, ici, et le chlore possède 17 protons et 17 électrons. Vous allez me dire, bon, le chlore possédant plus de protons dans le noyau va être plus électronégatif. En fait, non. Alors, essayez de comprendre pourquoi. N'oubliez pas que ça, c'est la deuxième ligne du tableau périodique. Et là, on est dans la troisième ligne. Donc, le chlore a 3 couches, lui a 2 couches. Et là, on parle d'électrons, ce sont les électrons de la dernière couche qui vont être attirés. Alors pourquoi est-ce que le fluor, pourquoi est-ce que cet atome est plus électronégatif que le chlore à votre avis? Sachant que le fluor a quand même moins de protons dans son noyau et il fait partie de la deuxième ligne, lui de la troisième ligne. Est-ce que vous savez? La réponse elle est simple, regardez bien. Le fluor fait partie de la deuxième ligne, ça veut dire qu'il y a 2 couches. Le chlore a 3 couches. Donc si le chlore a 3 couches, ça veut dire que les électrons de la dernière couche sont plus éloignés du noyau. Et s'ils sont plus éloignés du noyau, l'interaction entre les protons et les électrons, ici, va être plus faible. Alors que là, oui, c'est vrai, il y a moins de protons dans le noyau, mais comme les électrons de la dernière couche, les électrons externes, sont plus proches du noyau, eh bien, le fluor va avoir plus tendance à les attirer. Donc finalement, pour comprendre pourquoi certains atomes sont plus électronégatifs que d'autres, il faut regarder la place dans le tableau périodique. L'idéal, c'est d'avoir beaucoup de protons dans son noyau et d'avoir peu de couches. Et le fluor réunit toutes ces conditions. Il a quand même pas mal de protons dans son noyau, il a peu de couches, il y a uniquement 2 couches, donc c'est l'atome le plus électronégatif de tous. Voilà. L'oxygène est plutôt pas mal aussi, il est assez électronégatif, le chlore aussi, l'azote en fait partie. Donc ce qu'il faut que vous reteniez pour le bac, c'est que les atomes les plus électronégatifs sont l'azote, enfin on va dire le fluor en premier évidemment, ensuite vous avez le chlore. Alors il y a d'ailleurs une petite astuce que je vais vous donner pour apprendre justement l'électronégativité de chaque atome. Je vous la donnerai tout à l'heure. Voilà, donc la définition de l'électronégativité, c'est ça. Un atome est très électronégatif s'il a vraiment tendance à attirer vers lui le doublé d'électrons de la liaison covalente. Et les atomes les plus électronégatifs qu'il faut que vous connaissiez pour le bac sont fluor, oxygène, azote et chlore. Voilà, il faut les connaître.
Donc la définition, vous pouvez la noter. Définition de l'électronégativité, donc ça vous l'avez dans le cours, hein, les TS2. Définition de l'électronégativité, vous mettez, c'est la capacité d'un atome à attirer le doublé d'électrons de la liaison covalente. Capacité d'un atome à attirer le doublé d'électrons de la liaison covalente. Voilà la définition de l'électronégativité. Alors maintenant, lorsque un atome est très électronégatif et qui participe à une liaison covalente, il va se passer quelque chose. Je vous l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure. On va reprendre l'exemple, par exemple, de la molécule d'eau, ici. Donc regardez bien, on va prendre plutôt l'exemple avec le chlore, ce sera plus simple, puisqu'il n'y a que 2 atomes. Donc je vous ai dit que le chlore faisait partie des atomes qui étaient quand même très électronégatifs. Même s'il est un peu moins que le fluor, il est quand même très électronégatif. Ce qui veut dire que dès qu'il est relié à un autre atome, le chlore va attirer vers lui le doublé d'électrons, comme un aspirateur. Donc le doublé va se déplacer vers le chlore. Et d'ailleurs, plus l'atome est électronégatif, plus le déplacement va être important, c'est logique. Plus l'aspirateur est puissant, si vous voulez. Donc, le chlore va attirer vers lui le doublé d'électrons. Qu'est-ce qui va se passer? Comme le doublé n'est plus situé au centre, et je vous rappelle que dans un doublé, ça il faut le savoir, j'espère que vous l'avez retenu, dans un doublé d'électrons, il y a un électron qui a été fourni par le chlore et un électron qui a été fourni par l'hydrogène. D'accord? Là, on va considérer par exemple que ça, c'est l'hydrogène, et ça, c'est l'électron du chlore. D'accord? Donc, chaque électron a été mis en commun pour former cette liaison. Comme le chlore est électronégatif, les électrons vont se déplacer vers cet atome, ici. Cette liaison, elle porte un nom. On dit qu'elle est polarisée. Et si elle est polarisée, regardez bien ce qui va apparaître sur chaque atome. L'atome de chlore va porter une charge partielle delta-, et l'atome d'hydrogène va porter une charge partielle delta+. Vous devez vous dire c'est quoi cette charge partielle? Ben, je vous l'explique. Cette charge partielle, en fait, elle est due au déplacement des électrons. On s'aperçoit que le chlore a déplacé les électrons vers lui. Ce qui veut dire que la densité électronique autour du chlore, de l'atome de chlore, est plus importante que la densité électronique autour de l'atome d'hydrogène. Globalement, l'atome de chlore portera plus de charge que l'atome d'hydrogène. On dit qu'il porte une charge partielle négative, puisque les électrons se sont déplacés vers lui. Il a récupéré en fait l'électron d'hydrogène qui s'est déplacé vers lui. Donc il porte une charge partielle delta-, ça c'est le signe delta. Pourquoi charge partielle? Bien parce que la liaison ne s'est pas cassée, regardez bien, cette liaison elle ne s'est pas cassée. Donc la charge n'est pas totale. Si la liaison se cassait, on obtiendrait H+ et Cl-. À ce moment-là, la charge ici serait totale. On dit que ça c'est une charge totale. C'est un anion qui s'est formé, là c'est un cation. Quand la liaison se casse, il apparaît un anion et un cation, on dit que la charge est totale. Mais quand la liaison ne s'est pas cassée, quand les électrons se sont juste déplacés, eh bien il apparaît une charge partielle, delta- et delta+. Et cette charge partielle, elle est représentée par le symbole delta-, puisque c'est une densité négative, et delta+, parce qu'autour de l'hydrogène, eh bien la densité électronique est faible, puisque les électrons se sont éloignés de l'hydrogène. Donc, ici, il apparaît une charge partielle delta+. Et on dit que cette liaison, elle est polarisée. Liaison polarisée. Alors, donnez-moi la condition pour qu'une liaison soit polarisée. C'est assez simple, hein? Quelle est la condition pour qu'une liaison soit polarisée? Ben, vous devez savoir que pour qu'une liaison soit polarisée, il faut impérativement que dans la liaison covalente, il y ait un des 2 atomes qui soit plus électronégatif que l'autre. En l'occurrence, ici, c'est le chlore. Le chlore étant très électronégatif, il va attirer les doublés d'électrons et cette liaison va devenir polarisée. Et si elle est polarisée, il apparaît forcément un delta-
et un delta plus. Et ça, c'est vraiment une chose essentielle à comprendre. Si vous n'avez pas compris ça en chimie organique, vous ne pourrez pas comprendre les mécanismes réactionnels. Voilà, donc les charges partielles sont vraiment essentielles. Donc polarisation, hein, la définition, je vous l'ai mise dans le cours, mais on peut la noter pour ceux qui n'ont pas le cours. Donc définition d'une polarisation d'une liaison. Définition. Alors comment on pourrait définir ça? Voilà, vous pouvez noter que une liaison, on peut dire qu'une liaison AB est polarisée. Donc une liaison, regardez bien, là AB est en deux atomes. Une liaison AB est polarisée s'il y a une différence d'électronégativité une liaison AB est polarisée s'il existe une différence d'électronégativité entre les deux atomes A et B. Donc il faut qu'il y ait un des deux atomes qui soit plus électronégatif que l'autre. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Alors les effets de cette polarisation, je viens de vous les expliquer. Les effets, vous les connaissez. Si la liaison est polarisée, qu'est-ce qui se passe? Il y a apparition de charges partielles delta plus et delta moins. Voilà. Donc, s'il y a une différence d'électronégativité entre les deux atomes, la liaison devient polarisée. Si la liaison est polarisée, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. À ce moment-là, vous allez avoir ici apparition. Alors, imaginons que B soit plus électronégatif que A. Vous allez avoir apparition d'un delta moins, d'un delta plus. Et ce doublet d'électrons, c'est pas obligatoire de le faire ça, mais ce doublet d'électrons, moi j'aime bien le représenter, je trouve que c'est plus concret. Il faut vraiment montrer qu'il s'est déplacé vers l'atome le plus électronégatif. Delta moins et delta plus. Ici. Voilà, donc il apparaît une charge partielle, delta plus, delta moins. Delta moins apparaîtra sur l'atome, évidemment, le plus électronégatif. Et delta plus apparaîtra sur l'autre atome. Voilà pour la polarisation. La représentation, hein, vous pouvez le noter ici, représentation. Alors je répète un petit peu hein, les choses, mais c'est vrai que pour que ça rentre, je vous connais, il faut répéter. On a tendance à radoter quand on est enseignant. Donc A, B. La représentation, elle est simple. Ici, si B est plus électronégatif, il apparaît un delta moins et un delta plus. Voilà. Et vous pouvez mettre que B, ici, est plus électronégatif que A. Voilà ce que vous pouvez écrire. Dans l'exemple que j'ai pris en tout cas. Voilà, alors on va terminer ce cours avec la définition maintenant de site donneur et la définition de site accepteur. Définition de site donneur, définition de site accepteur. Ça, c'est vraiment essentiel parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de questions de bac qui vont être posées sur cette partie-là. Alors, les sites donneurs. Déjà, sur la partie électronégativité polarisation, s'il y a des questions, j'y répondrai demain dans le cours, la partie live sur Instagram. Allez, on va définir maintenant les sites donneurs et les sites accepteurs. Et on va terminer par les mécanismes réactionnels. Voilà. Donc là, il y a mon mari qui vient de récupérer un objet. D'accord. C'est pas grave, on continue la vidéo. Hein. J'ai pas envie de te refaire. Donc, partie 6. Site donneur. Site donneur. On va essayer d'expliquer ce que c'est. Là, c'est une notion qui n'est pas évidente à comprendre pour les élèves de terminale. La définition est simple, mais vous allez voir qu'après, dans les exercices, ça devient plus compliqué. Qu'est-ce qu'un site donneur? Allez, on va donner la définition ici d'un site donneur. Définition. On y va. Un site donneur, c'est simple. Vous allez me dire, la définition est très simple. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un site qui est riche en électrons. Donc, c'est un site riche en électrons.
On va le noter. Site riche en électrons. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un site riche en électrons? Alors, je pense que vous allez bien comprendre sur des exemples. On va donner les deux types de sites donneurs. Regardez bien. Riche en électrons, ça veut dire qu'il faut que la densité électronique du site soit importante, qu'il y ait beaucoup d'électrons autour. Est-ce que vous avez des idées? Est-ce qu'il y a des atomes particuliers qui ont une densité électronique plus importante? Alors, on a parlé, souvenez-vous, de l'oxygène, du chlore, de l'azote, qui étaient électronégatifs. Et vous allez voir ce qu'ils possèdent, ces atomes-là. Donc, les deux types de sites donneurs. Le premier site donneur, ce sont des sites qui ont un doublet non liant. Sites qui ont un doublet non liant. Doublet non liant. Possédant un doublet non liant. Regardez bien. Je vais vous prendre des exemples. Vous avez ici l'oxygène. Alors pourquoi c'est un site donneur? Parce que sur l'oxygène, vous avez deux doublets non liants. Je suis sûre qu'il y a des élèves qui vont me dire, mais c'est quoi un doublet non liant? Ben, c'est tout simplement des doublets. Regardez bien, il y a une différence entre ça, ce doublet d'électrons, et celui-là. Ça, c'est une liaison covalente. Alors, vous savez ce que c'est une liaison covalente? Pour former une liaison covalente, il faut que chaque électron ait mis qu'il y ait une mise en commun d'un doublet d'électrons. Donc, chaque atome, a donné un électron à l'autre. Je prends un exemple. Si vous avez HOH, là, il y a un électron qui a été donné par l'oxygène, un électron qui a été donné par l'hydrogène. Et il y a une mise en commun. On appelle ça une liaison covalente. On peut appeler ça aussi un doublet liant. C'est pareil. Liaison covalente et doublet liant, c'est pareil. Alors maintenant, un doublet non liant, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ça. Et là, on voit qu'il y a deux électrons encore. Mais ces deux électrons, ils appartiennent à 100% à l'oxygène. Ils n'ont pas été partagés avec quelqu'un d'autre, avec un autre atome. Donc ça, c'est un doublet non liant, et ça aussi. Donc l'oxygène, il forme deux liaisons covalentes, et il possède deux doublets non liants, pour respecter la règle de l'octet. Eh bien ça, ce site-là, vous voyez, cette zone-là, autour de l'oxygène, c'est un site qui est riche en électrons. Il y a beaucoup d'électrons autour. Il y a ces doublets non liants, en plus il y a les liaisons covalentes, mais c'est surtout ces doublets non liants qui augmentent la densité électronique de l'oxygène. Donc on dit que c'est un site riche en électrons, c'est un site qui est donneur d'électrons. Et cet oxygène, qu'est-ce qu'il va donner? Ben, il va donner soit celui-là de doublet, soit celui-là. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi comme site donneur? Il y a l'azote, ici. L'azote qui forme trois liaisons covalentes et qui a aussi un doublet non liant. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Vous pouvez avoir le chlore aussi, qui est aussi un site donneur. Vous avez aussi le soufre. Donc, on va rajouter, alors le plus important, c'est l'oxygène, l'azote. Hein, c'est ce que vous allez avoir le plus souvent dans les exercices. Et vous allez avoir aussi, regardez bien, il peut y avoir aussi des anions. Alors, on va prendre H au moins. Voilà. Là, vous avez ici une zone qui est riche en électrons. Donc, c'est un site qui va être donneur. Vous pouvez avoir aussi R au moins. Regardez bien, il y a beaucoup de doublets non liants. Donc, ça, c'est aussi un site donneur. Donc, dès que vous avez dans la molécule un site qui a des doublets non liants, à ce moment-là, on peut considérer que ce sont des sites donneurs. Sites donc qui ont un doublet non liant. Deuxième type de site donneur, on a dit que c'était un site donneur est un site qui est riche en électrons, qui possède beaucoup d'électrons. Bien, souvenez-vous, dans les alcènes, par exemple, vous avez une zone qui est riche en électrons. Donc les sites donneurs, ça peut être aussi sites qui ont une double liaison. Voilà. Ou éventuellement une triple liaison. Mais souvent, ça sera une double liaison. Donc je prends un exemple. Vous avez les alcènes. Regardez bien. Cette zone-là, c'est une zone qui est riche en électrons. Il y a beaucoup d'électrons ici. Donc on dit que c'est un site qui va être donneur d'électrons. Voilà. Donc dès que dans une molécule, vous voyez qu'il y a un site qui porte une double liaison, une zone où il y a une double liaison, cette zone-là est un site qui va être donneur. Ça veut dire qu'il y a, par exemple, les deux électrons de la double liaison, ces deux-là, qui peuvent être donnés à quelqu'un d'autre.
Et là, ce qui va être donné, c'est les doublés non liants, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là, par exemple. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir pour le bac, pour récapituler, c'est que les sites donneurs sont des sites riches en électrons, qui ont une forte densité électronique. Il y a deux types de sites donneurs qu'il faut retenir pour le bac. Les sites qui ont un doublé non liant, comme l'oxygène, l'azote, ici, ou alors les sites qui ont une double liaison, comme les alcènes. Voilà les sites donneurs. On va passer maintenant aux sites accepteurs. Donc les sites accepteurs. Donc, une fois que vous avez compris ce qu'est un site donneur, vous allez voir que, on va monter un peu plus, les sites accepteurs sont assez simples à comprendre. Donc, qu'est-ce qu'un site accepteur? La définition, vous pouvez me la donner facilement, je pense que là, il n'y a pas de problème. Ici. Allez, définition d'un site accepteur, bon, bah, c'est un site. Le donneur, c'était un site qui était riche en électrons. Le site accepteur, c'est un site qui est pauvre en électrons. Donc, site accepteur, c'est un site pauvre en électrons, déficitaire d'électrons. Vous allez me dire, mais dans la molécule, est-ce qu'il y a des sites qui sont déficitaires en électrons, qui sont pauvres en électrons? Je vais vous montrer les principaux, donc sites pauvres en électrons. Voilà. On va prendre des exemples. Les deux types de sites accepteurs. Alors, à la limite, je vais vous donner les principaux. Donc, les deux types de sites accepteurs. On va les donner. Voilà, vous avez, regardez bien. Site pauvre en électrons, le premier qu'il faut connaître, c'est celui qui va revenir le plus souvent au bac. Ce sont des sites, les sites accepteurs, ce sont des sites qui ont un déficit d'électrons. Et un déficit d'électrons, alors j'en ai parlé tout à l'heure, souvenez-vous. Je vous ai dit à un moment que quand j'avais pris l'exemple, souvenez-vous, de HCl, ici, voilà. Là, vous aviez, souvenez-vous, un delta plus et un delta moins. Là, cette zone-là est déficitaire en électrons. Donc, les sites qui sont pauvres en électrons, qui sont déficitaires en électrons, c'est des sites qui portent, souvent, qui ont une charge partielle delta plus. C'est-à-dire que si dans une molécule, vous voyez qu'il apparaît un delta plus, souvent, ce sont des sites accepteurs d'électrons. Donc, je vais vous prendre un exemple, ce qui va revenir le plus souvent au bac. Regardez bien, les sites accepteurs, les voilà. Vous avez C, double liaison O. Hein, vous vous souvenez que ça, cette liaison, ces doubles liaisons O, elle revient dans beaucoup de fonctions organiques, dans les aldéhydes, dans les cétones, dans les acides, les esters, etc. Eh bien là, vous avez un site accepteur d'électrons qui est au centre. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors regardez bien, essayez de me dire où il est. N'oubliez pas que l'oxygène est très électronégatif. S'il est très électronégatif, ça veut dire que là, il va apparaître un delta moins et que sur le carbone, il va apparaître un delta plus. Parce qu'en fait, vous avez deux liaisons covalentes. Les deux doublés d'électrons ici vont se rapprocher de l'oxygène. Hein. Hop, comme un aspirateur. Donc là, il apparaît un delta plus. Ça veut dire que dans cette zone-là, il n'y a pas beaucoup d'électrons. Les électrons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont éloignés du carbone pour aller vers l'oxygène. Et si cette zone-là est déficitaire en électrons, eh bien, on la qualifiera de site accepteur. Et qu'est-ce qu'elle va accepter? Eh bien, elle va accepter, comme elle n'a pas beaucoup d'électrons, elle manque d'électrons, elle va accepter évidemment des électrons. Il va y avoir un échange d'électrons. Donc, le site donneur qui est riche en électrons va donner au site accepteur des électrons. Il va y avoir cet échange-là. Et c'est ce qui va vous permettre de comprendre les mécanismes réactionnels. Voilà, donc déjà, premier type de site accepteur, les sites qui ont une charge partielle delta plus. Et les principaux que vous aurez au bac, c'est celui-là. Quand vous voyez le carbone delta plus, vous savez que lui, c'est un site qui va pouvoir recevoir des électrons. Il est accepteur, ça veut dire qu'il est pauvre en électrons. Deuxième type de site accepteur, alors là, on ne sort pas du programme, et c'est vrai que ça tombe moins souvent. Ce sont des sites, ici, qui ont
une orbitale vide. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est une orbitale vide. Alors je vais vous prendre un exemple, regardez bien. Vous avez par exemple l'ion H+. L'ion H+, il possède une orbitale. Vous savez, l'orbitale, c'est la zone, c'est un volume dans lequel on peut mettre les électrons qui se fixent autour du noyau. Eh bien là, comme l'hydrogène, souvenez-vous, l'hydrogène possède un seul électron. S'il le perd pour se transformer en cation, à ce moment-là, alors il a donc une orbitale autour du noyau qui possède un électron. Cet électron est perdu, il est donné à quelqu'un d'autre, à ce moment-là, il se transforme en H+, vous le savez, puisqu'il était neutre, il perd un électron et se transforme en quelque chose de positif, en cation. Et là, cette orbitale devient vide. Et si elle est vide, regardez bien, ça veut dire que là, c'est un site qui est pauvre en électrons. Il n'y a pas beaucoup d'électrons là. Il devrait y en avoir un, il n'y en a plus. Bien, cette orbitale vide, elle va pouvoir recevoir des électrons. Donc ça, c'est un site accepteur. C'est un site pauvre en électrons qui va pouvoir en recevoir. Voilà le deuxième type de site accepteur. Il y en a d'autres, évidemment, mais là, je vous donne vraiment les principaux qui peuvent vous servir pour le bac. Et ce qui tombe le plus souvent, c'est celui-là. Donc, dans la molécule, vous identifierez votre site accepteur, vous identifierez votre site donneur, et après, vous allez voir qu'il y a une réaction entre les deux. C'est ce qu'on va voir maintenant. On va finir par ça, d'ailleurs. Donc, on va terminer justement. Maintenant, vous savez ce qu'est un site donneur, riche en électrons. Vous savez ce qu'est un site accepteur, pauvre en électrons. On va se poser la question, que se passe-t-il lorsque un site donneur rencontre un site accepteur? Bon, ben, c'est assez naturel. Hein. Vous avez quelqu'un qui est pauvre en électrons qui rencontre quelqu'un de riche en électrons. Que va-t-il se passer? Il va y avoir une réaction entre les deux. Enfin, en tout cas, il va se produire quelque chose entre ces deux sites. Et on va terminer par ça. Donc, pour terminer, on va essayer de comprendre ici la notion de mécanisme réactionnel. Donc, mécanisme réactionnel. D'ailleurs, au pluriel. Donc, mécanisme réactionnel. Regardez bien. Je vais vous l'expliquer rapidement et ensuite, ne vous inquiétez pas que tout ça, vous allez évidemment le comprendre en faisant des exercices. Donc, un mécanisme réactionnel, la notion de mécanisme réactionnel, je l'ai expliqué justement avec les sites accepteurs et les sites donneurs. Dans le cours que je vous ai envoyé hier sur Atrium, je vous posais la question, que se passe-t-il lorsqu'un site donneur rencontre un site accepteur? Alors vous avez la réponse, j'espère que vous avez lu votre cours. La réponse est simple, lorsqu'un site donneur rencontre un site accepteur, le site donneur va attaquer le site accepteur, c'est-à-dire que le site qui est riche en électrons va donner des électrons au site pauvre en électrons, c'est logique, ça va se faire spontanément. Cette réaction, elle est schématisée par une flèche courbe orientée du site donneur vers le site accepteur. Alors le mieux, parce que là c'est un peu compliqué ce que je vous dis, le mieux c'est que je vous explique ce mécanisme sur un exemple. Donc on va prendre le premier exemple que j'ai mis dans le cours. Regardez bien, H, ici, au moins. Voilà. Qui va réagir avec CH3, C, double liaison O. Alors vous allez me donner, tiens, on va faire un petit rappel, ici, et on va prendre par exemple C2H5 ici. Voilà. Bon, à la limite, écoutez bien, je vais pas m'embêter avec les angles entre les liaisons, je vais l'écrire comme ça. Donc C2H5 et CH3. Que se passe-t-il lorsque cet ion hydroxyde, ici, rencontre cette molécule-là? Alors cette molécule, vous devez connaître son nom, quelle est la fonction là? Ici. Allez, vous devez connaître ça. Hein. À 2 mois du bac, vous devez savoir que ça, c'est une fonction allyde ou cétone. Alors évidemment, vous avez 2 carbones ici. Sur le carbone fonctionnel, donc c'est une cétone. Et le nom de la cétone, c'est une cétone avec 1, 2, 3, 4 carbones. Donc c'est met, et, prop, but. C'est le butanone ou butane de on. Mais est-ce que le 2 peut être à un autre endroit? Posez-vous la question.
Donc cétone, butane, butane de on. À vous de me dire si on précise la position de la double liaison. En tout cas, vous avez donc cet ion qui réagit avec cette molécule. La première chose que vous allez devoir faire le jour du bac, ça c'est important, ça va être d'identifier le site donneur et d'identifier le site accepteur. C'est vraiment ce qui est le plus difficile dans les mécanismes réactionnels. Donc vous avez vos deux molécules. Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas forcément une molécule, ça peut être un ion. Vous allez identifier le site donneur. Alors vous allez me dire, regardez bien, là, il y a un doublé non liant et là aussi. Mais la zone qui est la plus riche en électrons, c'est celle-là. Donc le site donneur, il est là. Ça, cette zone-là, c'est le site qui va être donneur d'électrons. C'est un site qui est riche en électrons. Le site accepteur maintenant. Si là vous avez le site donneur, c'est que forcément sur l'autre molécule, il y a le site accepteur. Donc sur l'autre molécule, on va essayer de rechercher le site accepteur, c'est-à-dire un site qui est pauvre en électrons. Et souvenez-vous, dans la plupart des cas, le site pauvre en électrons, c'est un site qui porte une charge partielle delta+. Donc on essaie de trouver là, regardez bien. Il y a un atome très électronégatif. Donc là, il y a un delta-, et là, forcément, vous avez un delta+ qui apparaît. Donc voilà, je viens de localiser ici le site accepteur, c'est-à-dire le site qui est pauvre en électrons. Une fois que vous avez localisé le site donneur et le site accepteur, dans le cours, qu'est-ce que je vous ai écrit? Regardez bien. Cette réaction est schématisée par une flèche courbe orientée du site donneur à le site accepteur. Donc pour faire comprendre au correcteur que là, il y a une réaction qui va se produire, il y a quelque chose qui va se produire entre le site donneur et le site accepteur, vous allez faire une flèche, regardez bien. Dans ce sens-là, donc c'est une flèche courbe. Elle est orientée du site donneur vers le site accepteur. Et qu'est-ce qu'elle veut dire cette flèche pour un chimiste? Elle veut tout simplement dire que ce site qui est riche en électrons, ce qu'il a fait, il a donné un de ces doublés d'électrons, il n'a pas donné les trois, il en garde quand même. Il a donné un de ces doublés d'électrons, un de ces doublés non liants d'ailleurs, au carbone, qui lui est pauvre en électrons. Voilà. Alors la question que vous devez vous poser, peut-être que vous ne la posez pas encore, c'est si ce doublé est donné au carbone, ça veut dire qu'il va se former une liaison entre l'oxygène et le carbone. Cette flèche, c'est un peu ce qu'elle veut dire, c'est que là, ce doublé va être donné à cet atome de carbone. Je vous ai dit quand même, je vous répète depuis tout à l'heure, que le carbone, il ne peut pas former plus que 4 liaisons covalentes. Règle de l'octet. Là, si on forme une 5e liaison covalente, la règle de l'octet sera plus satisfaite. Alors, il y a une petite astuce, regardez bien. Sachant qu'il y a une 5e liaison qui va se former entre l'oxygène et le carbone. On est bloqué, on se dit s'il y a 5 liaisons, le carbone n'est pas stable. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Regardez bien, pour qu'il y en ait toujours 4. Là, dans les 4 liaisons qui sont reliées au carbone, il y en a une des 4 qui est plus fragile que l'autre. Vous vous souvenez? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, c'est quoi la liaison qui est la plus fragile ici? Eh bien, c'est une de ces deux liaisons. Vous savez, quand vous avez une double liaison covalente, souvenez-vous, il y a une liaison qui est la liaison pi. Bon, vous ne savez pas ce que c'est, mais ce n'est pas grave. En tout cas, il y a une de ces liaisons qui est très fragile, qui va pouvoir se casser facilement. Donc, qu'est-ce qui va se passer spontanément? Comme le carbone ne peut pas former 5 liaisons, regardez bien ce qui va se passer. Vous représentez votre flèche courbe et en fait, cette double liaison-là va se casser parce qu'elle est fragile. Et là, vous avez un doublé. Alors, attendez, je vais laisser passer un peu plus pour que vous puissiez bien comprendre. Suivez bien parce que là, c'est vraiment la partie qu'il faut bien analyser. Voilà. Vous avez cette double liaison. Ici, vous avez un doublé d'électrons. Cette liaison étant fragile, qu'est-ce qu'elle va faire? Regardez bien, ce doublé d'électrons ici, je vais l'entourer, cette liaison va se casser, et ce doublé, si elle se casse, la liaison, le doublé doit aller quelque part, il ne part pas dans la nature. Donc ce doublé d'électrons, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir se fixer sur l'atome le plus électronégatif, parce que regardez bien, comme la liaison se casse, le doublé, il a le choix. Soit il va sur le carbone, soit il va sur l'oxygène.
Bon, il ne va pas rester sur le carbone puisque le carbone ne peut pas former plus de 4 liaisons. Donc ce doublé va toujours être attiré par l'atome le plus électronégatif, c'est logique. Donc qu'est-ce que ça va donner maintenant? Regardez bien. Si on vous demande d'écrire le produit, ça va donner, alors CH3, ici, C. Là, ce doublé va venir former une liaison covalente avec le carbone. Ça va donner OH. Et comme, regardez bien, il avait 3 doublés l'oxygène, ben, il lui en reste 2. Et le troisième, c'est ce qui a permis de former la liaison covalente. Le troisième doublé, je vais le faire en rouge, c'est celui-là. Voilà, regardez bien. Ce troisième doublé, c'est ça en fait. C'est ça, c'est maintenant cette liaison covalente. Ok? Ensuite, C2H5 à droite, lui, il n'a pas bougé. Et là, il y avait une double liaison ici, hein, souvenez-vous. Il y avait une double liaison, mais là, on est d'accord que ce n'est pas possible ça, parce que là, on aurait 5 liaisons covalentes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous, ce doublé d'électrons, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir ici. Et s'il vient ici, on va obtenir ceci. Regardez, tac, on enlève cette liaison. L'oxygène, il avait 2 doublés à lui, celui-là et celui-là. Donc, il avait 2 doublés. Et comme il récupère ce doublé-là, un troisième doublé, ça va lui en faire un troisième. Ok, à la limite, on peut le faire en rouge. Hop, il récupère ce doublé. Et du coup, il devient négatif. Puisqu'il a récupéré un doublé d'électrons, donc il va devenir négatif. Voilà la molécule, enfin l'ion, qui va se former au cours de cette réaction. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un transfert de doublé d'électrons entre le site donneur et le site accepteur. Et il s'est produit 2 choses, c'est ce qu'on va vous demander au bac. Première chose, on localise le site donneur, c'est un site qui possède un doublé non, enfin, un ou plusieurs doublés non liants. Dès que vous voyez qu'il y a des doublés non liants, vous dites c'est un site donneur. Vous localisez le site accepteur, souvent ça sera un site qui porte une charge delta+, donc ça sera le C delta+, souvent. Vous représentez ce transfert de doublé par une flèche courbe qui part du site donneur vers le site accepteur. Attention, la flèche courbe, elle doit avoir un sens. Si vous la faites dans votre sens, vous avez 0 le jour du bac. Donc du site donneur vers le site accepteur. Et pour que la règle de l'octet soit satisfaite, il faut impérativement que cette liaison-là se casse, la liaison pi, enfin la double liaison se casse, et ce doublé d'électrons va venir se fixer sur l'atome le plus électronégatif. Voilà. Et là, il se forme à nouveau 4 liaisons covalentes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu un transfert de doublé ici et un transfert de doublé ici. Voilà, tac et tac. C'est les 2 doublés que j'ai fait en rouge. Voilà ce qu'on va vous demander le jour du bac pour les mécanismes réactionnels. Donc, cette partie-là, je sais qu'elle est compliquée. Le mieux, c'est vraiment que vous fassiez des exercices. Donc, il faut prendre plusieurs exemples. Chaque fois, localiser le site donneur, le site accepteur. Faire cette flèche courbe et faire celle-là. Voilà. Alors, ça paraît simple quand je l'explique. Enfin, j'espère. Bon, après, vous pourrez me poser des questions. Mais en tout cas, quand vous allez avoir, vous verrez, des réactions différentes, c'est pas toujours évident de localiser ce site et celui-là. Voilà. Et attention, quand vous avez bien localisé, la flèche courbe doit partir du donneur vers l'accepteur. Toujours. On peut faire un autre exemple si vous voulez. Regardez bien. Deuxième exemple pour terminer. Donc vous avez R au moins, ici, plus CH3, CO, OH. Hop. Voilà. Alors je vous laisse réfléchir un petit peu. Donc là, il faut localiser déjà le site donneur. Vous allez me dire, regardez bien. Des sites donneurs, il y en a un là, mais il y en a aussi un là et un là. Bon, le problème, c'est que si on considère que le site donneur est ici, il faut que là, il y ait un site accepteur. Et là, il n'y en a pas. Il ne va pas y avoir, si vous voulez, forcément de delta+. Donc, en tout cas, la zone qui est la plus riche en électrons, ça sera celle-là. Donc, le site donneur est ici. Ça, c'est votre site donneur. C'est le site vraiment qui est le plus riche en électrons. Il est plus riche en électrons que lui. Ensuite, le site accepteur.
le site qui est le plus pauvre en électrons, parce qu'il peut y avoir un site pauvre en électrons, mais le site le plus pauvre en électrons est ici, delta plus, le voilà, puisqu'il est relié par la double liaison, il est relié à un atome électronégatif. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le transfert se faisait toujours du site donneur vers le site accepteur. Donc toujours la flèche courbe orientée de là à là. Et pour que la règle de l'octet soit satisfaite, il faut impérativement que ce doublé soit attiré par l'atome d'oxygène. Alors regardez bien les deux petits électrons que j'ai fait en rouge, là avec le rond, il n'est pas obligatoire. Si ça vous perturbe, vous pouvez faire juste ça. C'est accepté au bac. Donc cette flèche, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que le doublé de cette liaison a été attiré par l'oxygène. Voilà, il se forme. Alors qu'est-ce qui va se former? Il va se former CH3, COR, tac, OH ici, et là, tac, tac, au moins. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Alors, je sais que c'est pas l'idéal, on fait avec les moyens du bord. Mais en tout cas, demain on se voit pour les questions en live et je vous donnerai aussi une série d'exercices qui va vous permettre justement de concrétiser tout ça et de comprendre les choses de façon plus rigoureuse. À bientôt, et c'est vrai que le fait de ne pas avoir de questions en direct, ça me manque, même vos questions, les TS2 me manquent. Donc on se voit demain et je suis sûre que j'aurai une multitude de questions auxquelles je pourrai répondre. À bientôt, portez-vous bien, au revoir.